Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. On continue la présentation des decks pour les investigateurs de la boîte L'Acide Englouti. On en a vu 4, là on est à la 5ème et il y en a un total de 7. Alors, l'investigateur Michael McGlynn, le gangster, il a 3 en volonté, en intelligence, 5 en force, 3 en agilité, 9 points de vie, 5 points de santé mentale, traits criminel et chasseur. Réaction: après que vous avez dépensé au moins une munition d'un soutien arme à feu, gagnez une ressource, limite une fois par round par soutien arme à feu. Signe des anciens +2, vous avez le droit de placer une munition sur un soutien arme à feu que vous contrôlez. Et construction deck, toutes les cartes... Ah non, pardon. Les cartes truands jusqu'au niveau 3, toutes les cartes neutres, et toutes les cartes qui contiennent qui ont le trait arme à feu ou qui contiennent le texte arme à feu dans leur texte. Voilà. Oui, donc c'est un deck arme à feu. On est incité à avoir des armes à feu, et pas simplement une arme à feu pour polyvalente pour gérer tous les ennemis, mais plusieurs armes à feu pour gagner plusieurs ressources par round. Ce qui fait je pense que c'est l'investigateur qui rentabilise le mieux le permanent chargé prêt à tirer, permanent gardien niveau 3, qui fait que les soutiens armes à feu avec utilisation munitions entrent en jeu avec une munition supplémentaire sur eux. Une munition supplémentaire, c'est un tir de plus, c'est, si tout se passe bien, 1 ou 2 dégâts en plus pour chaque, et c'est une ressource de plus pour Michael McGlynn. Alors à noter un truc, c'est la ressource vous la gagnez après avoir dépensé la munition, peu importe si le tir est raté ou réussi. Voilà. Sa carte signature, c'est l'étui à violon, un soutien qui coûte 2, qui occupe l'emplacement d'accessoires, trait, objet et illicite. Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes à feu. Réaction: après avoir joué l'étui à violon, cherchez un soutien arme à feu parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Eh bien, on veut avoir plusieurs armes à feu en jeu, et avec l'étui à violon, on a un total de 4 emplacements de main. Donc si on utilise je vais y arriver, des armes qui prennent qu'un emplacement de main, on peut avoir 4 armes différentes. Et quand on joue, on va tutorer une arme. Ce qui est pratique pour contrer sa faiblesse perso, confiscation, révélation, mélanger dans votre deck chaque soutien arme à feu de votre zone de jeu. Si aucun soutien n'a été mélangé dans votre deck par cet effet, subissez un dégât et remélangez confiscation dans votre deck. Donc on fait un deck plein d'armes à feu, et la faiblesse perso dit, toutes vos armes à feu en jeu, vous les remélangez dans votre deck. Donc, ça gêne la mécanique de Michael McGlynn. Ça fait que ces armes à feu, il va falloir qu'il les repioche, il va falloir qu'il les rejoue. Pendant un certain temps, il va se retrouver sans armes, sauf évidemment s'il a plein d'armes à feu en main, ou, ça intéresse, c'est une stratégie, attachée au sac à dos. Voilà. On peut avoir un sac à dos avec 1, 2, 3 armes attachées en jeu, prêt pour rejouer des armes à feu après la résolution de confiscation. Voilà. À noter quand même que l'étui à violon, justement, si on vient de piocher confiscation et qu'on joue l'étui à violon, on peut peut-être immédiatement regagner une arme à feu. Alors dans mon deck, je le mentionnerai plus tard, il y a le permanent marché clandestin. Il augmente la taille du deck de 10 et il fait créer un deck, un deck marché qui contient 10 cartes illicites. On a ce deck de 10 cartes, tout avec le trait illicite, et au début de son tour, on va révéler les 2 cartes du dessus, et si on le souhaite, dépenser une ressource pour mettre une de ces 2 cartes-là, piocher. Spécifiquement piocher, pas... Ouais. Donc piocher une des 2 cartes,
et l'autre carte on va la mettre dessous. Et ça c'est intéressant parce que les armes à feu ont généralement le trait illicite, et le... Je sais pas, faudrait que je fasse une courte vidéo sur les statistiques de pioche, mais le marché clandestin, il y a 10 cartes, vous en révélez 2 à chaque tour, à votre 5e tour, vous avez vu toutes les cartes. Donc si vous mettez dedans une arme en un seul exemplaire, au plus tard, au 5e tour, vous avez la possibilité de payer pour la piocher. Si vous mettez une carte en 2 exemplaires, alors au plus tard, c'est au 5e tour que vous pouvez la piocher. Si vous avez des chances, ça va être un poil plus tôt quand même. Donc, en prévision de confiscation, vous pouvez faire un deck marché qui contient une partie, voire toutes vos armes à feu, et vous dire, voilà, mettons, vous mettez dans ce deck-là 5 armes à feu différentes, chacune en 2 exemplaires, vous dites, bon, statistiquement, au 5e tour, j'ai pu piocher l'essentiel de mes armes. Et même, je crois que j'avais fait le calcul une fois, 5e tour, il reste plus que 5 cartes, 6e il en reste 4, 7, 8, 9, ouais logiquement 10, c'est bien ça. Si à chaque tour on pioche une des cartes, au 10e tour vous avez pu piocher, pour 10 ressources, tout votre deck marché. Donc vous avez cette assurance de récupérer rapidement des armes à feu. Je le mentionnais tout à l'heure, le sac à dos. Vous jouez le sac à dos. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que si vous mettez les armes dans le deck marché, elles sont plus dans votre deck normal, et donc le sac à dos ne va pas pouvoir les tutorer. Par contre, confiscation, ça remélange les armes à feu dans votre deck, et là, elles deviennent accessibles au sac à dos. Et enfin, la meilleure carte pour récupérer après avoir résolu confiscation, et je mentionne quand même un truc, moi je l'ai vu en partie récemment, si vous dites tant que j'ai pas pioché confiscation je joue pas d'arme à feu, et ça veut dire que vous piochez confiscation, vous dites ah pas d'arme à feu, je prends un dégât, je le remélange. Donc c'est pas une solution, il faut qu'au moment où vous piochez confiscation, vous ayez au moins une arme à feu. Si possible la moins chère, pour pas y perdre trop, mais il faut une arme à feu pour être sûr de ne pas piocher confiscation tout de suite. Et je disais donc, dans le deck que je vais vous présenter, l'outil le plus efficace pour récupérer de confiscation, c'est la carte en toute illégalité. Niveau 3, c'est un événement qui coûte 1, trait, faveur, double et illicite. Illicite, donc on peut le mettre dans le deck marché et espérer le piocher rapidement. En tant que coût supplémentaire pour jouer en toute illégalité, dépensez une action. Ouais, donc ça coûte 2 actions, une ressource. Cherchez dans votre deck un soutien illicite, en l'occurrence une arme à feu, et jouez-le en payant son coût. Ensuite, vous pouvez résoudre une capacité action ou déclenchement gratuit sur ce soutien en ignorant tous les coûts, y compris le coût d'action le cas échéant. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc confiscation vous a fait perdre votre arme, ou toutes vos armes si vous en aviez plusieurs en jeu. Phase du mythe suivante, vous piochez un ennemi. Pour 2 actions et une ressource, vous jouez en toute illégalité, pas d'attaque d'opportunité. Vous allez chercher dans tout votre deck, par contre attention, pas le deck marché, mais comme confiscation a remélangé au moins une arme à feu dans votre deck, il y a une cible, tant que c'est une arme à feu qui est illicite, donc vous allez chercher une des armes à feu, vous payez son coût, donc total, coût de l'arme plus une ressource et 2 actions, vous faites entrer l'arme en jeu, et vous pouvez tout de suite l'utiliser pour attaquer l'ennemi. Par contre, vous ignorez les coûts pour cette attaque, donc vous ne dépensez pas de munitions, donc pas de ressources pour Michael Maglen, mais bon, vous avez récupéré une arme et vous avez fait un premier tir, et avec votre 3e action, vous pouvez faire un 2e tir. Voilà, donc ça c'était un petit peu, on va dire, l'intro. Maintenant, le deck en lui-même.
C'est un deck de type truand friqué et donc centré autour des pistolets. Enfin, je dis pistolets, des armes à feu quoi. Mais la plupart n'occupent qu'un emplacement de main. Je le joue actuellement contre le Cercle Brisé, en duo avec George Barnaby. Je joue en difficulté expert. Alors là, je suis bloqué par un bug lors du 3e scénario, mais les 2 premiers scénarios étaient satisfaisants. Alors, bon, comme d'habitude, je vais faire un petit peu d'abord les cartes dans un ordre logique, puis ensuite je reviendrai à la liste du deck, voir si j'ai bien tout mentionné. Donc, le permanent chargé prêt à tirer, chaque fois qu'on fait entrer en jeu une arme à feu, eh bien, une munition supplémentaire. Un tir de plus, 1 ou 2 dégâts de plus, une ressource de plus pour Michael McGlenn. Voilà. L'étui à violon va donc pouvoir tutorer les armes à feu qui sont dans le deck normal. Bon. Ah oui, voilà, je sais pourquoi j'ai mis la carte, ça permet d'avoir 2 emplacements de main supplémentaires. On a aussi dans ce deck en une copie la poche dissimulée. Événement niveau 0 qui coûte 1 rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien vêtements ou armure que vous contrôlez. Le soutien attaché gagne. Vous avez un emplacement de main ou d'accessoire supplémentaire, vous choisissez, qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien illicite. Donc si on fait le bilan, vous avez 2 emplacements de main standard, 2 emplacements de main supplémentaires pour les armes, et un emplacement de main supplémentaire pour une carte qui a le trait illicite. Et si on regarde le deck, les armes différentes, 1, 2, 3, 4, 5 emplacements de main. Le deck contient 4 armes différentes, et une fois que vous avez poche dissimulée, qui en a un exemplaire dans le deck, et que vous l'avez attaché à veste de cuir, également en un exemplaire dans le deck, vous avez la possibilité d'avoir vos 4 armes simultanément en jeu. Et on y reviendra plus tard, mais le Luger, ça coûte pas d'action pour tirer avec, donc si nécessaire, ça voudrait dire que vous êtes quand même vraiment englué par les ennemis, mais potentiellement vous pouvez tirer avec chacune de vos armes. Et donc gagner 4 ressources avec la capacité de Michael McGlenn et 4 ressources, ça augmente d'un le bonus de relation influente. Voilà. Donc c'est ce que je disais, la veste en cuir. Carte aussi intéressante, c'est Contact avec la pègre. Carte, je vais peut-être pas mentionner les coûts en XP, je sais pas si c'est très nécessaire. En tout cas là c'est une carte qui coûte 4 XP, parce qu'elle a le trait exceptionnel. Pour une action, dépenser de ressources, piocher la carte attachée à contact avec la pègre. Ok. Réaction, quand un soutien illicite en jeu que vous contrôlez est défaussé, inclinez contact avec la pègre, attachez ce soutien à cette carte face cachée. Limite de 1 soutien attaché. Dans ce deck concrètement, les soutiens qui ont le trait illicite, ah bah tiens, même la Thompson a le trait illicite, et ce sont les armes, voilà. Illicite, 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 illicite. Si jamais l'étui à violon est défaussé, ça marche aussi, ça le trait illicite. Voilà. Mais donc, quelle est l'idée ? L'idée, c'est par exemple, j'ai un Mauser C92 qui n'a plus de munitions. Tous mes emplacements de main sont occupés. Je vais jouer depuis ma main, je sais pas, peut-être un 2e Luger. Comme j'ai déjà tous mes emplacements de main occupés, je dois choisir une carte à défausser. Je défausse le Mauser. Et donc, réaction, j'incline contact avec la pègre et j'attache le Mauser à contact avec la pègre. Ensuite, je vais, pour une action et 2 ressources, piocher le Mauser, et maintenant il est dans ma main, je peux le rejouer. Et dans ce deck, j'ai 2 exemplaires de receleur, donc un soutien qui coûte 3, réaction, quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Donc, contact avec la pègre, il faut que je dépense une action et de ressources pour piocher la carte. Ok. Premier exemplaire de receleur. Et ensuite, cette carte-là, il faut que je la joue, mais avec receleur, la jouer ne coûte plus d'action. Donc, si j'ai les 2 copies de receleur, sachant que comme receleur a le trait illicite, le premier receleur fait que le deuxième est rapide,
et donc on économise une action, mais si j'ai les 2 receleurs en jeu, je vais dire, pour une action et 2 ressources, je pioche mon Mauser, et plus tard, quand un de mes 2 Luger est vide, n'a plus de munitions, et ben je dis, je joue le Mauser, j'incline mes 2 receleurs, il est rapide et il coûte une ressource de moins. Donc le cycle, la carte est défaussée, je la repioche, ça coûte un total d'une action et d'une ressource, plus le coût de l'arme pour la rejouer. Bon, sachant que, si je reste dans mon exemple, le Mauser, c'est un coût de 3, mais 5 munitions, le Mauser, donc, la première fois il me coûte 3, les fois suivantes où je le cycle, il me coûte 4, mais à chaque fois il me rapporte 5 ressources avec ces 5 munitions. Voilà. Donc ça fait tourner ça fait tourner les armes, et ça fait que j'ai peu besoin de cartes purement pour le rechargement. Marché clandestin, je l'ai mentionné, voilà, j'ai la possibilité de me faire mon deck marché avec plein d'armes à feu. Alors je mentionnerai tout à l'heure le contenu du deck marché. Alors ensuite, j'ai perdu mon curseur, voilà. Ensuite, donc, relation influente. Alors je l'ai mis en 2 exemplaires pour plus de stabilité, augmenter les chances de l'avoir en jeu tout simplement. Bon, un grand classique, j'adore le style truand friqué, si vous en y étiez pas déjà rendu compte. Donc voilà, ça coûte 2, limite de 1 par investigateur. Bon, pendant une fenêtre de joueur, vous l'inclinez, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 4 ressources que vous possédez. Et pendant une fenêtre de joueur, vous pouvez dépenser 2 ressources pour le redresser. Limite d'une fois par round. Donc, si vous avez assez de ressources, 2 fois par round, ça vous fournit 1 + 1 une valeur de compétence, peu importe la compétence, pour chaque groupe de 4 ressources. Alors, je regarde rapidement ma partie en cours. Ouais, c'est plutôt un début de scénario. Bon, il a pas beaucoup de ressources, mais donc le deuxième scénario du cercle brisé, si je me souviens bien, je finis le scénario avec 22 ressources. Donc voilà, on a Michael McLean qui va, quand il doit combattre, essayer de ne tirer qu'une seule fois avec chaque arme qu'il contrôle. Si par exemple il doit vaincre un ennemi qui a 3 points de vie, et ben il va faire une attaque avec le Mauser, une attaque avec le Luger, ça lui rapporte 2 ressources, plus la ressource de la phase d'entretien. On en parlera plus tard, je crois juste après, mais il y a Gregory Gris dans ce deck, qui devrait rapporter des ressources. Donc voilà, assez rapidement, si le deck sort bien, évidemment ça se peut que le deck sorte très mal, ou on joue un scénario avec plein d'effets du style perdez des ressources, mais si le deck sort bien, pendant, je sais pas, peut-être la moitié du scénario, relation influente, c'est 1 ou 2 fois par round, donnez-vous +3 voire +4 à n'importe quel test. Et à part pour l'intelligence, il a des stats, bon, je vais les lister concrètement. Volonté, il a une valeur moyenne, intelligence c'est catastrophique, force c'est très bon, et agilité c'est bon. Donc quand vous rajoutez à sa relation influente, il a besoin de faire une évasion, bon s'il fait le test à 3+3, c'est bien. Voilà, pareil, il pioche un reste pourrissant, il teste à 6 ou 7 contre 3, c'est efficace, et même éventuellement, vous avez vraiment besoin d'un indice, il y a un lieu à valeur occulte 1 ou 2, Michael McLean peut probablement trouver 1 ou 2 indices. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore relation influente, c'est polyvalent. Ça fait d'un investigateur spécialisé, là en l'occurrence en combat, un investigateur qui peut aider sur des petits trucs de difficulté faible à moyenne. Donc encore une fois, je joue le cercle brisé.
c'est la campagne où on a toutes les traîtrises qui restent dans la zone de menace, et ben de temps en temps, s'il n'y a pas d'ennemis à combattre, Michael Maglen peut faire les tests de volonté pour défausser ces traîtrises. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça là? Je sais plus. Oui, bon, ça c'est pour, je sais pas, aller chercher des armes pour avoir plusieurs armes. Le gain de ressources. Je pense que j'ai pas bien préparé la vidéo. Alors, le gain de ressources, pour faire fonctionner Relation Influente, encore une fois, il y a la réaction de Michael Maglen, mais on a également des armes spécifiques. On a le Mauser C96 de niveau 2. Action, il faut l'incliner et dépenser une munition. Combattre, vous gagnez plus de en force, donc ça fait un 7 au final, et infliger plus un dégât pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, soit vous redressez le Mauser, soit vous gagnez une ressource. En cas de réussite avec une différence de 4 ou plus, faites les deux à la place. Donc on a une arme, le fait de tirer la première fois avec la première attaque pendant votre tour vous rapporte une ressource, et si vous réussissez de 2 ou plus, ça vous rapporte une ressource. Voilà. Et ensuite, donc l'effet, soit gagner la ressource, soit le redresser, on ne le redresse que si on veut réattaquer avec, et idéalement dans un deck Michael Maglen, on ne tire qu'une fois avec chaque arme à chaque tour. On a aussi la Thompson 45 gardien de niveau 3, ça occupe 2 emplacements de main, ça a 5 munitions. Les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Et quand vous combattez, vous avez plus d'enforce, infligez plus un dégât. Donc la Thompson, elle a cette capacité, toute munition dépensée devient une ressource, et Michael Maglen, il a la même chose pour la première munition de la Thompson dépensée à chaque tour. Donc un tir de Thompson, c'est 2 ressources en plus. Un tir de Mauser, si tout se passe bien, c'est-à-dire si vous réussissez d'au moins 2, c'est également 2 ressources. Donc, si pendant votre tour vous faites un tir de Mauser et un tir de Thompson, hop, vous avez 4 ressources en plus, et le bonus de relation influente augmente de 1. Voilà, vous avez un ennemi qui a 3 ou 4 points de vie, ou alors plusieurs ennemis qui ont maximum 2 points de vie chacun. Voilà, 2 tirs, 4 ressources en plus. Et dans le deck, on a également 2 copies de contrebande. Ça coûte 4, vous choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. La Thompson 45, pour 4 ressources, vous mettez 5 munitions qui, si tout se passe bien, vous rapporteront 10 ressources, si tout se passe bien, c'est-à-dire si vous espacez les tirs. Et sur le Mauser, pareil, ça vous donne 5 munitions qui vous donneront jusqu'à 10 ressources. Bon, là il faut réussir assez largement. Mais donc vous faites un bon bénéfice, et voilà, vous êtes dans un deck, plus vous avez de ressources, plus vous êtes efficace. A noter, voilà, contrebande, avec receleur, ça devient rapide, donc vous ne dépensez pas d'action pour votre gain de munitions qui devient par la suite un gain de ressources. Et si vous avez les 2 copies, vous avez en plus une réduction. Donc c'est plus je paie une action et 4 pour jusqu'à 10 ressources, c'est je ne paie pas d'action et je paie 3 ressources pour un gain jusqu'à 10. Donc ça fait un gros bénéfice. On a aussi dans ce deck, alors en un seul exemplaire, 2 exemplaires. Ah oui, je m'en souvenais plus. On a braquage. Voilà, un événement qui coûte 2, très stratagème double et illicite, coût 2, je l'ai déjà dit. En tant que coût supplémentaire pour jouer braquage, dépensez une action. Les investigateurs dans votre lieu gagnent un total de 8 ressources réparties comme vous le souhaitez. Du gain de ressources, on peut faire gagner l'autre investigateur, en l'occurrence George Barnaby. Et encore une fois, si vous avez ne serait-ce qu'un exemplaire de receleur, vous annulez quelque part la deuxième action. Avec un exemplaire de receleur, c'est je paye 2 ressources et une action, 8 ressources, donc un bénéfice de 6 ressources. Si vous avez les 2 receleurs, c'est pour une ressource et une action,
8 ressources, donc un bénéfice de 7. Ou un de moins si vous comptez qu'une action, ça, c'est une ressource. Voilà. Également, dans le deck, 3 copies de cible facile, donc événement de niveau 1, gratuit, très ruse, myriade, gagner 2 ressources et piocher une carte. Réaction, après avoir joué cible facile, jouez gratuitement un autre exemplaire de la cible facile de votre main. Donc idéalement, quand on pioche cible facile, on le garde en main, on attend d'avoir les 3 exemplaires, et là, en une action, on gagne 6 ressources et on pioche 3 cartes. Alors, 6 ressources, c'est 1+1 additionnel avec relation influente et le prix pour le redresser. La pioche de 6 cartes, ça permet de piocher ses bonnes cartes, ça permet peut-être de repiocher ses armes si on en avait remélangé beaucoup dans son deck à cause de confiscation. Voilà, c'est tout simplement c'est tout simplement efficace. Et enfin, dernière carte que j'ai mentionnée là, taper dans la fourmilière, il y en a 2. Alors, je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, c'est vrai que moi j'ai tendance à être un petit peu jusque-boutiste, et j'ai tendance, dans mes decks de combattants, à mettre beaucoup de cartes qui leur procurent des ennemis, pour qu'ils combattent et qu'ils passent pas des tours à dire j'ai aucun ennemi à combattre, donc je sais pas, je vais tenter des tests un petit peu trop durs pour moi. Donc là, tapez dans la fourmilière, événement gratuit, cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus des decks rencontre, et générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normale. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X est le temps, la valeur de vie de cet ennemi. Mélangez le deck rencontre. Alors, carte conditionnelle, il faut trouver l'ennemi, non élite parmi les 9 cartes du dessus deck rencontre, mais vous avez un indice, donc vous aidez l'enquêteur à faire le boulot, vous gagnez des ressources, c'est un deck truand friqué, c'est toujours bon à prendre les ressources, et puis cet ennemi, vous le combattez maintenant quand vous vous sentez prêt à le combattre, pas plus tard, et en plus si vous avez le choix entre plusieurs ennemis, vous allez choisir celui qui est le plus pénible, par exemple, qui a comme effet, génération le plus éloigné de vous, lieu le plus éloigné de vous, et à chaque phase du mythe, il gagne une fatalité. Voilà, ce genre d'ennemi, vous dites non, je le génère, engage avec moi, et immédiatement je le combats, comme ça il me posera pas de problème plus tard. Voilà. Donc là, j'ai détaillé toutes les cartes pour l'aspect utilisation des armes à feu, toutes les cartes pour l'aspect gain de ressources. Donc on va voir le reste, donc les armes. Donc le Luger, l'intérêt c'est que ça ne coûte pas d'action pour combattre. Vous combattez à force +1, mais un seul dégât. Bon, l'intérêt c'est surtout le gain d'action. Et quand même, il y a pas mal d'ennemis qui ont 3 points de vie, donc lui il va infliger le 3e dégât. Et en action, si on dépense une ressource, on va le recharger et le redresser, sachant qu'il faut l'incliner pour combattre. Ok, alors le Loupara en un seul exemplaire parce que ça coûte 3 XP, 2 munitions, 3 avec chargé prêt à tirer. Vous pouvez le jouer sans provoquer d'attaque d'opportunité, donc là il y a l'intérêt par rapport à confiscation, vous n'avez plus d'armes en jeu, vous avez le Loupara en main, même si vous êtes engagé avec un ennemi, vous le jouez. Vous combattez à force +1 et +1 dégât, et si le Loupara est entré en jeu à ce tour, +1 dégât supplémentaire et +1 en force supplémentaire et +1 dégât supplémentaire. Alors là, le Loupara, normalement c'est l'arme, on la joue quand on en a besoin, et ensuite on utilise toutes les munitions pour tirer à +2/+2, pour faire 3 dégâts par attaque. Michael Maglen, lui, il veut plutôt tirer avec des armes différentes. Donc, il y a ce conflit entre est-ce que je veux exploiter à fond le Loupara pour faire 3 dégâts par attaque, ou est-ce que je veux espacer les tirs. 3 dégâts par attaque, ça ne se refuse pas. Et puis si vous reste des munitions, vous les utiliserez plus tard. Thompson 45, j'en ai parlé, 2 fois le sac à dos, pour tutorer un certain nombre de choses. Veste en cuir, un petit peu d'encaissement,
de dégâts, et c'est là-dessus qu'on va attacher la poche dissimulée pour avoir son 5e emplacement de main. Grégory Grib est le classique dans les decks truand friqué. Bon, quand je diffuserai mes vidéos de partie, vous verrez ça. Bon, le calcul que je fais, c'est par exemple, je vais me dire, par exemple en expert, je regarde les pions et je vais me dire, il y a quand même 80% de chance pour que j'ai pas pire que le -4. Donc je pars du principe que je pioche le -4. Je regarde où je suis par rapport à la difficulté, je vais être à 6 au-dessus de la difficulté, grâce à relation influente. Donc je suis à +6, je m'attends à piocher à -4, je m'attends donc à réussir de 2. Et je dépense 2 ressources de Grégory Gris, et si effectivement je réussis de 2 ou plus, ces ressources-là, je les gagne. Donc je gagne des ressources simplement en réussissant largement mes tests. Lui, il coûte 3, et il peut permettre potentiellement de gagner 9 ressources. Alors, surtout en expert, ça marche pas à tous les coups. Bon, moi je pense que ça fait... potentiellement, ça fait un bénéfice de 6. À haut niveau de difficulté, c'est peut-être plutôt 4. Et bon, un allié, c'est toujours un petit peu d'encaissement. Lonnie Ritter, le gain, le +1 en force. Donc vous êtes à 6 plus les bonus de vos armes. 2 points de vie, 3 points de santé mentale, elle peut encaisser un petit peu, et puis une fois par round, pour une ressource, elle se soigne d'une horreur, elle soigne la veste de cuir d'un dégât, et elle rend Michael Maglen très résistant. Contact avec la paix qu'on a mentionné, receleur aussi, relation influente aussi, un charisme pour pouvoir avoir simultanément les 2 alliés, dans le vif du sujet pour commencer avec 3 points d'expérience, marché clandestin on l'a mentionné, indigestion de plomb, événement tactique qui coûte une ressource rapide, à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu, dépensez un pion munition supplémentaire de ce soutien, quand vous révélez des pions KO pour cette attaque, révélez un pion KO supplémentaire. Choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. Ah tiens, en français c'est les autres et dans la version originale c'est l'autre. Bon. En tout cas, vous dépensez certes une munition de plus, et ça donne pas de ressources additionnelles à Michael Maglen, mais vous piochez 2 pions. Pire des cas, un des 2 pions c'est l'échec automatique, vous résolvez l'autre, et vous avez échappé à l'échec automatique. Alors, si vous jouez en expert, vous pouvez piocher l'échec automatique et le -8. Le -8, ça fait souvent échouer au test quand même. Mais vous augmentez vos chances de réussite. Voilà. À noter, oui, si vous utilisez ça sur le Luger, vous avez un Luger pleinement chargé, vous attaquez avec, par exemple vous voulez être sûr d'achever un ennemi, indigestion de plomb, vous dépensez d'un coup les deux munitions, voilà, le Luger est vide mais vous en manquez parce que vous pouvez le recharger. Et si vous êtes dans une situation, Michael Maglen est engagé avec un ennemi qui est, 3-3-3. L'autre investigateur, donc là en l'occurrence George Barnaby, est engagé avec un ennemi qui est 3-3-3, et Michael Maglen il va par exemple tirer avec le Mauser sur l'ennemi qui est engagé avec George. S'il réussit son attaque, il laisse cet ennemi à 1 point de vie. Ensuite Luger avec indigestion de plomb, quasiment aucun risque d'échouer. Il achève... c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, voilà, pour des questions d'attaque d'opportunité. Donc non, Michael Maglen fait un tir sur l'ennemi engagé avec lui. Si le tir est réussi, 2 dégâts. Ensuite il tire au Luger avec indigestion de plomb. Quasi aucun risque d'échec. Donc il achève son ennemi. Première action, donc c'était l'attaque. Le Luger, ça coûte pas d'action. Une action pour recharger le Luger et le redresser. Troisième action, il tire avec, le Mauser ou la Thompson ou le Lupara sur l'ennemi engagé avec George.
Si tout se passe bien, il lui fait 2 dégâts. Et ensuite, comme le Luger est redressé, il retire avec le Luger sur l'ennemi engagé avec George. Encore une fois, s'il rate pas son tir, il l'achève. Et voilà, en 3 actions, vous avez fait un total de 6 dégâts et rechargé le Luger. Et à la fin de ce tour, il reste encore une munition sur le Luger. Voilà. Vous venez pour la fête. Autre carte qui permet d'aller chercher un ennemi. Alors l'ennemi, il faut toujours qu'il soit non élite, mais là on peut le chercher dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Donc là, s'il y a déjà un ennemi qui a été vaincu, vous êtes sûr d'avoir une cible. Vous le générez engagé avec vous, donc pareil, pas de génération à un endroit où ça vous arrange pas, et il est incliné. Donc vous pouvez attendre le prochain tour pour le vaincre. Par contre, si vous avez une arme à feu que vous n'avez pas encore utilisée, et qu'il vous reste une action après avoir joué ça, vous dites, voilà, je fais un tir avec cette arme-là, comme ça j'ai une ressource. Au passage, ça peut être le Luger. Vous dites, j'utilise la dernière munition de mon Luger, ça me coûte pas d'action, j'ai gagné une ressource, j'ai commencé à blesser cet ennemi. Alors par contre, oui, je l'ai pas mentionné, le Luger, quand on veut le recharger et le redresser, ça coûte une ressource. Donc en fait, la ressource gagnée avec la dépense de sa dernière munition, on la redépense pour recharger. Mais donc voilà, à la fin de votre tour, vous avez un ennemi blessé, vous avez votre Luger rechargé, et phase des ennemis, l'ennemi vous attaque pas, phase d'entretien, ok, il se redresse, et tour prochain, vous en occupez. Et je crois que je l'ai pas encore mentionné, ça vous fait aussi piocher. Toujours intéressant la pioche. Demander un service, il n'y a plus de ressources sur Grégory Gris, vous le remontez dans votre main, et soit vous espérez tomber sur l'Oniritter, soit vous remettez en jeu le deuxième Grégory Gris. Voilà. Ou alors tout simplement vous avez un allié en jeu qui est quasiment vaincu, vous le remontez en main et vous le rejouerez plus tard, pour augmenter vos capacités d'encaissement. Dites votre prix. Alors, carte de niveau 2 qui coûte 20 ressources. 20 ressources, ouais. Très faveur des criminels ou montains uniquement. Michael Maglen est criminel. Discussion. Infligez 10 dégâts à un ennemi dans votre lieu, 5 dégâts à la place si c'est un ennemi élite. Retirez, dites votre prix de la partie. La carte est présente en un seul exemplaire. 20 ressources, c'est énorme, mais Michael Maglen, normalement, il les a en fin de scénario. Et cette carte-là, c'est un finisseur. Je vais reparler donc du scénario que je suis en train de jouer, dans lequel je suis bloqué à cause d'un bug, du site Arkham Horror App, alors que je m'y retrouve, voilà, le nom secret. Hop. Alors bon, si vous voulez pas vous spoiler, je sais pas, couper temporairement le son, mais donc voilà, dans le nom secret, les intrigues donnent des points de vie additionnels aux ennemis, donc là par exemple à la fin de la partie, chaque ennemi non faiblesse gagne plus 4 points de vie. Dans ce scénario, on a 2 ennemis élites bien pénibles, Bron Jenkins qui est 1-1-4, et Nahab qui est 1 par investigateur et 3. Donc à la fin du scénario, Bron Jenkins il est 1-5-4. Il a le trait élite, il est distant, il est vraiment chiant, il faut essayer de le vaincre dès qu'on le voit. Nahab, elle est aussi bien pénible, mais voilà, Michael Maglen, il est engagé avec Nahab. Il y a Bron Jenkins, il n'y a pas de S. Bron Jenkins dans son lieu. Alors, je sais pas, il va faire tous ses tirs, peut-être que ça y est, il a réussi à vaincre Nahab, mais Bron Jenkins, comme il est distant, il faudrait l'engager, puis ensuite l'attaquer. Il a 5 points de vie, et bien, que je la retrouve, voilà, pour une action, il lui inflige 5 dégâts, et paf, il est vaincu en une action. Même éventuellement, on fait ça alors qu'on est encore engagé avec Nahab, c'est une discussion, donc pas d'attaque d'opportunité. Donc, voilà, je trouve que c'est extrêmement efficace. Je vais encore mentionner l'agglomérat de sphère qui a 6 points de vie. Une action, on s'en débarrasse.
Perdre 20 ressources, effectivement, ça vous fait perdre en efficacité parce que, je sais pas, mettons que vous aviez 24 ressources, relation influente passe de vous donner 1+6 à vous donner 1+1, mais ça peut vous sauver une partie, c'est-à-dire que vous dites, si cet ennemi je le vainc pas pendant cette action, je sais pas, je suis vaincu, j'ai un trauma, je rate le scénario, ou tout simplement l'intrigue avance et c'est très mauvais, une action, paf, il n'y a plus d'ennemis. Et potentiellement, voilà, ça, dans les cas les plus extrêmes, il vous reste plus qu'une action dans le scénario, votre ennemi, l'ennemi élite en face de vous, il lui reste 5 points de vie ou même moins, allez, paf, fin de scénario, conclusion favorable. En toute illégalité, j'ai déjà mentionné, plus qu'une dans la chambre. Un événement, chance et tactique, qui coûte 1, rapide, à jouer à la fin d'une attaque ou d'un effet qui a dépensé la dernière munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez. Ajoutez une munition à ce soutien, vous gagnez +3 votre valeur de compétence pour votre prochaine attaque avec ce soutien à ce round. C'est du rechargement d'une arme et un bonus. Par contre, il faut que ça soit pour remplacer la dernière munition qui a été dépensée. Donc encore une fois, c'est une carte qui va à l'encontre du principe de Michael Maglen de ne tirer qu'une fois avec chaque arme, mais si vous avez qu'une arme et que vous devez tirer plusieurs fois, l'important c'est quand même de vaincre les ennemis. Et c'est conditionnel parce qu'il faut que ça soit la dépense de la dernière munition, mais justement ça peut vous sauver la vie parce que vous tirez la dernière munition de votre Thompson 45, l'ennemi en face est toujours vivant, vous n'avez plus de munitions pour l'achever, avec ça vous gagnez la munition. Voilà. Poche dissimulée j'ai mentionné, tapé d'un fourmilière j'ai mentionné, il y a une copie de cran parce que c'est pas inintéressant quand même cran, et 2 copies de maîtrise. Voilà, parce que je sais pas, ça peut arriver, c'est toujours intéressant dans un deck de combattants, ça fait piocher, si vous devez vous battre à main nue ou que vous avez besoin d'économiser vos munitions, voilà. Et donc, je vais mentionner le deck marché, 2 copies du Luger, 2 copies du Moser, 2 copies de Rustler, 2 copies de braquage, et 2 copies de contrebande. Et les cartes illicites qui ne sont pas dans le deck marché, parce que dans ce deck-là, il y a un total de 16 cartes illicites, et dans le deck marché, on ne peut mettre que 10 cartes, Lupara, Thompson, étui à violon, contact avec la pègre, en toute illégalité et poche dissimulée. Alors, comment j'ai fait mon choix ? En fait, schématiquement, dans le deck marché, il y a les cartes illicites qui pour moi sont prioritaires. C'est pour ça qu'il y a 2 des 4 armes à feu. Ce sont quand même les armes à feu, je sais pas comment dire, les standards, pas les grosses armes à feu en un exemplaire, ce sont les armes à feu qu'on va utiliser peut-être à chaque round. Il y a une des 2 qui va aussi faire tourner le gain de ressources de Michael Maglen, voilà. On a le receleur qu'on aimerait jouer rapidement pour économiser plein d'actions sur la pose de toutes les cartes illicites. On a le braquage qui quand même, alors certes ça vous prend 2 actions si vous n'avez pas de receleur, donc quasiment ça vous occupe tout un tour, mais tout un tour pour un bénéfice de 6 ressources. Donc ce tour-là, vous dites, je joue mon braquage, puis ensuite je fais une action ressources basiques, et ma réserve de ressources a augmenté de 7. Si vous avez un receleur, c'est carrément une augmentation de 8 en un tour. Tour où vous n'avez pas à combattre, vous augmentez votre efficacité pour le reste de la partie. Et contrebande, voilà, vous avez le Moser en jeu, vous voulez, avant d'avoir dépensé trop de munitions, jouer contrebande dessus, voilà pour, comme je mentionnais tout à l'heure, contrebande, ça vous coûte 4. Voilà, contrebande, ça vous coûte 4 pour plus 5 munitions, ça va faire jusqu'à 10 ressources. Donc, peut-être que 8, ou même un peu moins, mais je pense que ça vous fait quand même faire un bénéfice de 4 ressources. Par contre, les autres cartes, le Lupara, alors le Lupara c'est quand même bien, c'est du combat +1/+1,
mais c'est plutôt la carte arme que je voudrais... C'est pareil, c'est plutôt une carte pour finir un ennemi. J'arrive à la fin du scénario, je sais pas, il y a un ennemi qui a 3 points de vie par investigateur, ou même 4 points de vie par investigateur. Là, je sors le loup para, il entre en jeu avec 2 munitions, ou 3 si dans mon deck, si j'en suis au stade de la campagne où j'ai mis dans le deck chargé prêt à tirer. Chaque tir, ça va faire 3 dégâts, et donc là, oui, j'espère pendant mon tour. Alors soit j'ai 2 actions, soit j'ai encore 3 actions parce que j'avais receleur en jeu, donc j'espère que mes 2 ou 3 tirs vont faire donc soit 6, soit 9 dégâts. Thompson 45, c'est pareil, c'est une arme qui occupe 2 emplacements de main, donc on ne la joue que si on n'a que ça à jouer, ou si on a déjà des emplacements additionnels, des emplacements de main additionnels. Donc le piocher plus tard que le Luger ou le Mauser, c'est pas un problème. L'étui à violon, je sais pas, en début de scénario, c'est pas indispensable. En début de scénario, avoir 2 emplacements de main, ça va. Grâce au deck marché, je devrais rapidement piocher mes armes à feu. Voilà, l'étui à violon, je trouve que c'est plus intéressant une fois qu'on a pioché confiscation, et c'est plus intéressant quand on veut jouer sa troisième arme à feu différente. Contact avec la pègre, c'est la carte qu'on utilise schématiquement pour recharger ses armes quand on en est au stade où la 3e arme à une main fait défausser une des 2 premières. Ou alors, c'est vrai, quand on fait rentrer la Thompson 45 et qu'on n'a pas encore 5 emplacements de main. Mais donc, voilà, je pense que c'est pas de toute urgence. En toute illégalité, c'est un petit peu comme l'étui à violon, c'est la carte de sécurité, c'est je suis dans la merde à cause de confiscation, maintenant il faut que je retourne chercher une arme dans mon deck. Et pour finir, poche dissimulée, poche dissimulée et étui à violon, c'est des emplacements de main supplémentaires. Si en jeu vous avez Luger plus Lupara, ou Luger plus Mauser, ou Lupara plus Mauser, ou 2 exemplaires de la même arme à une main, voilà, vous êtes quand même efficace pour le combat. Donc la poche dissimulée, ça attendra. Voilà. Et maintenant, le deck de début de campagne. Voilà, alors le deck à 3 XP, là par contre, on va voir des différences... on va voir beaucoup de changements, pas uniquement du je remplace 2 cartes parmi 2 autres et j'améliore plein de cartes, tout simplement parce que votre deck de début de campagne, assez logiquement, il a 30 cartes. Mais plus tard, avec marché clandestin, vous passez un deck de 40 cartes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à mentionner ? Des armes, alors même dès le début de la campagne, on a 4 armes différentes, sauf qu'on a le Colt 32, qui ensuite va être remplacé. Le Colt 32 a l'avantage d'avoir 6 munitions, de faire les dégâts 2 par 2, par contre il ne booste pas les attaques. Donc début de campagne, contre les ennemis 2-2-2 ou 3-3-3, ça veut dire que vous êtes à 3 au-dessus, à 2 ou à 3 au-dessus de la difficulté. En début de campagne en standard, ça passe. Bon, assez rapidement ça devient plus dur. Le Luger, le Mauser, la Thompson, ok. Sac à dos, veste en cuir, Grégory Gris, Lonnie Ritter, une copie de Relation Influente améliorée parce qu'on a les XP dans le livre du sujet, indigestion de plomb dès le début de la campagne parce que la carte est de niveau 0, c'est quand même bien pratique quand on veut garantir, quasi garantir la réussite, encore une fois. Si vous êtes à 4 au-dessus de la difficulté, que vous jouez en expert et que les 2 pions c'est -6 et échec automatique, non, vous avez raté. Vous venez pour la fête, braquage, un seul exemplaire, contrebande x2, demande un service x2, plus qu'une dans la chambre x2, taper d'un fourmilière x2, cran et maîtrise. Donc en fait on a le cœur du deck, on a les armes à feu, on a du gain de munitions, l'augmentation des chances de réussite d'un test, le remplacement de la dernière munition,
Et en fait, ce qui est ajouté pendant la campagne, c'est la... je sais pas comment formuler ça, la fiabilisation du deck. Plus de gains de ressources, plus efficacement, plus de gains de munitions, de l'économie d'action, voilà. Et donc justement, les améliorations du deck. L'ordre d'amélioration, voilà. Sachant que je suis en train de faire une campagne, et donc je suis en train de le tester, ce deck. Pour le moment, j'en suis satisfait. Mais peut-être qu'à la fin de la campagne, je me dirais, je sais pas, par exemple, vous venez pour la fête, je l'ai jamais joué, si je fais une V2 du deck, je changerai ça. Bon. Mais pour le moment, je suis assez convaincu par ce que je vous présente là. Donc on commence par améliorer le sac à dos. Alors il y a aussi un truc. En fait, ma façon de faire là, il y a quand même un inconvénient. Il faudrait peut-être que je fasse autrement, mais ça serait beaucoup plus compliqué en utilisant l'option amélioration. Mais ça serait vraiment beaucoup plus chiant pour moi. Parce que, encore une fois, vous partez d'un deck à 30 cartes avec toutes vos cartes dans votre deck, et plus tard vous mettez un permanent qui vous crée un deuxième deck, dans lequel on déplace certaines cartes. Donc à un moment donné, dans l'amélioration de votre deck, il faut changer de façon de voir les choses entre je tuteur dans mon deck et cette carte-là, je peux pas la tutorer dans le deck vu qu'elle est dans le deck secondaire. Mais en tout cas, au début de la campagne, dans votre deck, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes qui ont le trait objet. On a également 2 qui ont le trait ravitaillement. C'est-à-dire que quand vous jouez votre sac à dos, donc il y a 11 objets de cartes qui ont le trait ravitaillement, donc quand vous jouez le sac à dos, vous dites, dans mon deck, de maximum 28 cartes, les 33 non permanentes moins les 5 cartes de votre main, vous dites, dans mon deck, dans ma pioche de 28 cartes, j'ai jusqu'à 12 cibles pour le sac à dos. Donc le sac à dos est extrêmement efficace. Il y a quasiment aucun risque de jouer le sac à dos et de dire j'ai rien trouvé. Et encore une fois, le sac à dos, si vous lui attachez 2 armes, vous en jouez une pour être en capacité de combattre tout de suite. Je sais pas, vous jouez une qui est pas chère, donc le Luger ou le Colt. S'il y a confiscation, ok. Je remélange l'arme dans mon deck et je sors l'autre arme du sac à dos. On retire un exemplaire de contrebande pour relation influente, parce que vraiment, il faut fiabiliser le deck. C'est un deck truand friqué. Deuxième exemplaire de relation influente. Ça veut dire... j'ai pas les formules sous la main, mais vous piochez votre main de départ. Donc vous piochez 5 cartes. Il n'y a pas de copie de relation influente. Vous pouvez dire, je défausse les 5 cartes et j'en repioche 5. Donc vous allez piocher 5 cartes parmi 28, et parmi ces 28 cartes-là, il y a 2 exemplaires de la carte que vous cherchez. Donc je suis pas capable de faire le calcul là tout de suite, surtout que je me souviens jamais de la formule, mais bon, avec 2 exemplaires, c'est toujours plus probable qu'avec un seul. Le charisme, parce que chacun des 2 alliés a son rôle, même plusieurs rôles. L'Oniriteur, elle vous booste en force, et elle vous aide à encaisser. Grégory Gris vous permet de vous enrichir plus vite et d'être plus efficace. Mauser amélioré, parce que vous gagnez plus 1 en valeur de compétence, vous dépensez une ressource de moins, vous augmentez donc vos chances de réussir de 2 ou plus, et donc vous êtes meilleur en combat et vous augmentez vos chances de gagner des ressources. Voilà. Donc meilleur pistolero et plus friqué, voilà, tout simplement. Ensuite on améliore la Thompson, parce que alors c'est le même bonus de combat, par contre effectivement ça vous fait gagner des ressources plus vite. Et c'est là qu'on fait rentrer le marché clandestin. Et ah oui, ça c'est le truc, je vais recompter rapidement s'il n'y a pas le bug du coup en XP. 3, 5, 7, 10, 14,
18, 20, pardon, 26, 29, 32, 32, donc là ça devrait faire 36, 37, 40, 42. Soit je me suis planté, soit il y a toujours un problème avec ça. En fait, le truc, donc, c'est que le marché clandestin, il est de niveau 2 et il est exceptionnel. Donc, niveau 2 et exceptionnel, ça fait 4 XP, mais en tabou, la carte coûte 2 XP supplémentaires. Donc, 2 x 2, plus 2, ça devrait faire 6 XP. Mais j'ai l'impression que là, le site, le calcul qu'il fait, c'est niveau 2, plus 2 à cause du plus 2 XP, et ensuite x2 d'exceptionnel. Donc au lieu de compter que la carte coûte 6 XP, le ArkhamDB compte qu'elle coûte 8 XP. Bon. Donc en fait, il y a marqué deck à 46 XP, c'est plutôt 44. Bref, donc toujours est-il le marché clandestin, on rajoute 10 cartes, 2 copies de planques, du gain de ressources, 2 fois trésor détourné. Alors je vais montrer les cartes. Trésor détourné, c'est un soutien illicite, gratuit, objet donc sas tuteur avec le sac à dos. Capacité gratuite, incliner le trésor détourné, déplacer jusqu'à 2 ressources de votre réserve de ressources, jusqu'à un maximum de 10 ressources sur lui. Forcer quand vous abandonnez ou que la partie se termine, pour chaque groupe de 2 ressources sur le trésor détourné, un investigateur de votre choix débute le prochain scénario de la campagne avec une ressource supplémentaire dans sa réserve de ressources. Donc là, l'idée, c'est que quand vous avancez dans le scénario, à un moment donné, vous dites, bon, il me reste 6 rounds dans ce scénario, et pendant votre tour, vous commencez à dire, je prends 2 ressources de ma réserve, je les mets sur le trésor détourné. Certes, ça baisse le nombre de ressources dans ma réserve, et ça baisse l'efficacité de relations influentes, mais je mets de côté pour plus tard. Fin du scénario, si tout se passe bien, vous avez 2 ressources là-dessus, 10 ressources là-dessus, donc 5 lots de 2, donc prochain scénario, je suis en train de me dire qu'avec le site là, j'espère que ça a bien été codé, ça doit pas être facile à prendre en compte, mais bref, donc prochain scénario, vous pouvez commencer avec 5 ressources. Donc voilà, votre truand friqué commence le scénario friqué, donc il est plus efficace plus rapidement. 2 fois escroquerie. Alors escroquerie, c'est également du gain de ressources, voilà, événement gratuit, ruse illicite, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test d'agilité de difficulté 0. Pour chaque point de réussite, gagnez une ressource, jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec, cet ennemi vous attaque. Vous avez dans votre deck 4 cartes qui vous permettent d'aller chercher les ennemis. Vous allez faire ce test, alors de base vous testez à 3 contre 0. Mais là, c'est le bon moment d'utiliser relation influente. Mettons que, voilà, relation influente, vous avez... que je trouve un bon exemple. Ouais, c'est quand même pas le... C'est pas le deck idéal pour cette carte-là, mais... mettons que vous avez 20 ressources, relation influente ça vous donne un plus 5, donc vous testez à 8 contre 0, éventuellement vous demandez à votre binôme d'attribuer une carte, vous testez à 8 contre 0, allez vous piochez 1-4, vous réussissez de 4, ça vous fait quand même 4 ressources. Bon, de toute façon, plusieurs de ces cartes-là ne sont dans le deck que temporairement. Ah oui, j'avais oublié ça, une copie de Dieu reconnaîtra les siens, mais qui vraiment restera pas longtemps. Et voilà, pendant votre tour, vous arrivez à vaincre des ennemis pour un total d'au moins 6 vies, vous jouez ça, votre tour se termine, c'est mis dans la pile de victoire, et ça vous rapportera à vous, pas au groupe, mais ça vous rapportera un XP. On remet l'exemplaire de contrebande qu'on avait retiré du deck plus tôt, c'est là qu'on met dans le deck poche dissimulée, et on met le deuxième exemplaire de braquage. Voilà. Ensuite, on retire les 2 planques et une copie de trésor détournée pour cible facile, parce que 2 planques, c'est 2 actions.
cible facile, si on attend d'avoir les 3, c'est en une action, un gain de 6. Cible facile, ça fait piocher, c'est plus intéressant. Le trésor détourné, c'est bien, mais si on a un deck qui gagne assez de ressources, c'est pas gênant de commencer qu'avec les 5 ressources standards. Les 2 escroqueries qui dans ce deck-là font gagner quelques ressources mais pas énormément, on les remplace par receleur, parce que receleur, chaque exemplaire de receleur, c'est l'économie d'abord d'une action, puis d'une ressource pour le deuxième, potentiellement chaque round. Voilà, comme dit le proverbe, là, un sou économisé, c'est un sou gagné. Donc au final, receleur, dans le deck adapté, c'est, je trouve, une très bonne carte de ressources. Le Colt, à un moment donné, c'est quand même une arme un peu faible. Donc on le remplace par dites votre prix. Comme je mentionnais tout à l'heure, le finisseur, à partir de, je sais pas, à ce stade-là, on est au 5e, 6e scénario de la campagne. De temps en temps, on tombe sur un ennemi. Voilà, ennemi élite, il a 6 points de vie. Et on l'attaque au Luger ou avec n'importe quelle arme, on se met tous les bonus qu'on peut. Enfin, quasiment tous les bonus qu'on peut en cas d'échec. Voilà, une attaque réussie. Et ensuite, on vide sa réserve de ressources. Ennemi vaincu, fin du scénario. Super. Voilà. Bon, par contre, en début de campagne, sauf cas très exceptionnel, encore une fois, je pense au cercle brisé. Premier scénario, on a un ennemi élite qui a 8 points de vie. Donc c'est vrai que premier scénario du cercle brisé, potentiellement on peut dire, première action de mon tour, j'entre dans le lieu de fin de scénario. Deuxième action, je combats au Mother et j'inflige 2 dégâts. Ensuite, j'utilise le Luger, un 3e dégât, et ensuite je vide ma réserve de ressources pour jouer dites votre prix, et voilà, ennemi vaincu. Oui, bon, c'est une possibilité. C'est seulement maintenant, j'ai mentionné que la carte était très bien pour Michael Maglen, mais chargé prêt à tirer, pour moi, c'est du bonus. C'est pas indispensable, loin de là. Quand on regarde tout ce qu'on a mis dans le deck avant, toutes les armes avec leur nombre total de munitions, plus contrebande, plus... Est-ce que j'ai déjà mis contact de la pègre? Je le vois. Ah oui, je le mets juste après. Enfin voilà, contrebande, plus toutes les armes, plus qu'un dans la chambre, le Luger qui peut se recharger, le fait, voilà, chargé prêt à tirer. Si vous comptez que vous jouez chacune de vos armes une fois, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous fait 6 munitions de plus sur la partie. Ouais. Fin de campagne où vous êtes submergé par les ennemis, c'est très rentable. Première moitié de campagne, je pense pas. On retire le deuxième trésor détourné, parce que quand même normalement on a un deck maintenant qui génère assez de ressources, qui a moins besoin de décaler ses ressources d'un scénario à l'autre. Pour entrer contact avec la pègre, là c'est pareil, contact avec la pègre, ouais, ça fait de bonnes combos avec receleur. Ça sera encore mieux si dans ce deck il y avait la place pour jouer le Ravigile de niveau 3. Je suis à peu près sûr d'avoir fait soit une vidéo de combo sur ces 3 cartes là, soit de les avoir mentionnées dans une vidéo de déballage de boîte. Mais bon, donc c'est un petit peu le même raisonnement que pour charger prêt à tirer. Ça vous donne plus d'utilisation de vos armes, ça vous rend plus efficace, mais pour une première moitié de campagne, ça serait superflu. Dieu reconnaîtra les siens, on le remplace par en toute illégalité, parce que là on arrive à la fin de la campagne. Voilà, et en toute illégalité, toujours la même chose, oui, ça fiabilise, mais 3 XP pour aller chercher une arme, vaut mieux mettre d'abord dans son deck les bonnes armes. Et la dernière amélioration, c'est justement le Loupara. Voilà, le Loupara, c'est la carte qu'on met pour le 8e scénario. Avec l'idée qu'à un moment donné, on est engagé avec un ennemi
bien costaud. Et ben, début de son tour, on dit « Je joue la Houlupara ». Enfin, je sais jamais s'il faut dire la Houlupara. Ah, dans la version française, ils mettent là. Donc, oui, voilà, je reviens à ce que je disais. Dernier scénario de la campagne, on engage avec un ennemi bien costaud. Dans le cercle brisé, alors je sais plus comment il s'appelle, celui je crois qui a 5 points de vie. Comment il s'appelle? Danseur idiot. Voilà. Valeur de combat 6, 5 points de vie, bon, voilà, effectivement il est bien costaud. Et ben, au début de votre tour, vous dites « Je joue l'Houlupara, j'incline mes 2 receleurs, ça me coûte pas d'action, ça me coûte que 2 ressources, grâce à charger, prêt à tirer, cette arme-là, elle entre en jeu avec 3 munitions. Première action, je tire 3 dégâts, deuxième action, je tire 3 dégâts. J'ai vaincu donc le danseur idiot, et il me reste une munition. Et alors certes, cette munition au prochain round, ça sera du +1/+1 et pas du +2/+2, mais bon, quand même là j'ai fait un bon tour, un tour très efficace pour vaincre mes ennemis. Et donc voilà le deck. Oula, 1h15 d'enregistrement, faudrait que j'apprenne à parler vite ou être plus concis. En tout cas, moi j'aime bien. J'adore le style deck, j'adore le style de deck truand friqué. Et puis voilà, j'aime bien la réaction de Michael McGlenn. Alors pour le moment, je suis pas allé plus loin dans la campagne que le début du 3e scénario, donc on verra sur le long terme ce que ça donne. Bon, je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, ça sera sur Gloria Goldberg. Et là aussi, j'ai commencé à la jouer dans une campagne, et là aussi, je suis gêné par un bug. Bon, sachant que je l'avais déjà joué, et je crois même que j'avais filmé des parties avec elle il y a plusieurs années, dans sa version livre, évidemment pas dans la version boîte, mais autre investigatrice que j'aime beaucoup. Bon, et ben d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.